Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle édition de notre émission Beat Back. Brian André back again. Aujourd'hui, nous avons donc l'immense plaisir donc d'accueillir un invité donc de marque, le docteur Batremi Talo, sociologue et anthropologue ivoirien spécialiste des dynamiques identitaires et de la gouvernance en Afrique. Il est auteur donc de plusieurs travaux donc de référence sur la renaissance donc des valeurs africaines et notamment de l'ouvrage intitulé Race noire et gouvernance donc dans la géopolitique mondiale. Comme vous l'avez parfaitement compris avec le docteur Batremi Tano, nous allons donc aborder donc trois questions. Trois questions et trois réponses. La toute première question, docteur Tano, sur donc, le leadership ivoirien. Ça sera donc la toute première question. Alors, docteur Tano, hein, dans vos travaux, vous dénoncez donc un leadership politique ivoirien marqué donc par le culte de la personnalité, la domination ethno-partisane et donc un appareil étatique tentaculaire. J'allais dire concrètement, docteur, comment ces dynamismes se manifestent-elles aujourd'hui en Côte d'Ivoire et quels sont, selon vous, donc, les dangers pour notre démocratie? Bonsoir Roger, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois. Et avant tout propos, j'aimerais dire grand merci à Roger pour le travail abattu au quotidien. Le culte de la personnalité, dans ma première intervention, dans mon intervention précédente, j'avais évoqué déjà l'idée de la réincarnation. Mais il faut savoir que le culte de la personnalité s'observe un peu partout. Mais seulement chez les Occidentaux, ils ont su mettre les garde-fous, des balises. On observe avec Obama, déjà ici récemment, que Obama était tellement adulé qu'il aurait des partisans. Bien sûr, naturellement, même aujourd'hui avec Donald Trump, on a vu un peu son mandat précédent, comment ça s'est passé. Mais chez les Occidentaux, ils ont le mérite au moins d'avoir résolu ces questions. Mais chez nous, Voilà. nous n'avons pas résolu cette question. Et d'ailleurs, quelle question? Est-ce que le culte de la personnalité est vraiment une mauvaise pratique? Mais nous allons déjà voir comment est-ce que ça se manifeste chez nous ici. Alors, il parle de domination ethnico-partisane. C'est quelque chose de particulier pour nous autres Africains, surtout pour nous autres Ivoiriens. C'est quelque chose de vraiment particulier. Ça dit que nos, Voilà. euh, nos partis politiques ont leur base localisée dans des régions. Cela démontre de l'ancrage de la culture dans la pratique politique. Et cela nous permet d'être à l'aise de définir pourquoi est-ce que le culte de la personnalité aussi prospère dans nos partis politiques. Je vous ai dit déjà, le culte de la personnalité, il faut voir déjà, si nous définissons ce concept, il faut voir déjà la réincarnation. Le Voilà. fils, prenons, masculinisons les choses pour aller un peu plus vite. Le fils qui porte le nom du père, mais qui porte le nom, surtout chez les Anis, le fils qui porte le nom du grand-père, c'est-à-dire du père, du grand-père, peut aussi porter le nom d'un aïeux, d'un ancêtre disparu depuis longtemps. L'idée essentielle, c'est que cet ancêtre se réincarne à travers le fils ou le neveu. Vous voyez? Et donc, dans la politique aussi, Voilà. il y a l'existence de ce type de pratique. Vous allez voir que les partisans, à travers les partisans ou les leaders politiques se réincarnent à travers leurs partisans. C'est pour ça que vous allez voir en Côte d'Ivoire, vous allez entendre le concept de pro X ou de pro Y, c'est-à-dire de pro Bédier, de pro Gbagbo, de pro. Le leader charismatique
se réincarne à travers le partisan. Voilà. Et le partisan, par sa conviction étanche, n'est pas compatible. Cette conviction qui n'est pas compatible à d'autres convictions en dehors de ses croyances, de ses propres croyances à l'intérieur de son parti politique, croyance qui n'est liée que par l'idée que son mentor ou son leader est le meilleur, est le plus charismatique et il Voilà. s'identifie donc à l'intérieur de ce leader-là. Alors, dans l'idée aussi de culte de la personnalité, il faut voir aussi les pratiques élogieuses, les pratiques de laudation, les pratiques euh, certaines pratiques dithyrambiques. Vous allez voir que euh, le partisan va toujours Voilà. dire de son leader des choses positives, des choses faites pour lui plaire. Nous avons ça, cette pratique aussi en Afrique. C'est-à-dire que le fils ou le neveu qui porte le nom du grand-père ou de l'ancêtre dira de cet ancêtre que des choses positives. Il ne dira jamais des choses négatives. Et il va jusqu'à évoquer la protection de cet ancêtre ou de ce grand-père défunt dans des cas où il se Voilà. trouve devant un obstacle ou devant un danger ou qu'il se sent en danger. Voilà. Donc, dans la politique aussi, c'est des cas qui existent. Vous allez voir que le partisan va évoquer à chaque fois le nom de son leader dans des situations difficiles, telles que les situations de confrontation aux échéances électorales ou dans les situations de confrontation où son Voilà. mentor ou lui-même est en difficulté. Donc, il va évoquer il va se référer à son leader. Donc, la question de culte de la personnalité prospère aussi bien dans nos cultures, puisque c'est la tradition qui confère cela, mais aussi prospère dans nos partis politiques où la tradition telle qu'elle est vécue dans nos villages est absente, mais prospère à travers les individus Voilà. qui viennent avec leur ensemble de codes, de la façon dont ils codifient leur rapport à l'autre, leur rapport au leader. Voici un peu ramasser ce que c'est que le culte de la personnalité qui euh, euh, permet donc de confirmer cette implantation de nos partis politiques ou en tout cas euh, Voilà. euh, euh, cette façon de faire la politique ou de faire évoluer nos partis politiques à travers notre propre ethnie, à travers notre propre image. Et donc, cela amène à déjà faire peser les actions de l'État. Peser les actions de l'État, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut rappeler que en Côte Voilà. d'Ivoire, nous avons fait l'option euh, d'un euh, régime présidentiel dans notre constitution, copié sur la constitution du colonisateur français. C'est ce qui est prôné, c'est un régime présidentiel. Donc déjà, l'État, dans son ensemble, n'existe que par le président de la République. C'est lui seul le détenteur du vrai pouvoir. Voilà. Tous les autres sont comme des accessoires. Vous prenez un moteur,
il y a le moteur, le noyau du moteur et les accessoires qui gravitent autour. Et donc, c'est pareil pour notre régime, notre politique, notre gouvernance, notre constitution en Côte d'Ivoire. Et en plus de cela, ça dit des dispositions au niveau juridique qui font que notre gouvernance Voilà. a une grosse tête, c'est-à-dire une grosse tête et un petit corps. La grosse tête, c'est le président de la République et un petit corps. Il y a aussi le poids de la culture. Souvenez-vous que je vous ai dit que les partis politiques sont localisés dans des espaces régionaux. Donc, c'est chaque parti politique a sa base. À la base, vous allez voir le BDCI qui prospère plus dans le centre, même si aujourd'hui, sa Voilà. base partisane s'est élargie sur l'étendue du territoire national. Vous allez voir que le FPI localisé à l'ouest, aujourd'hui, le FPI s'est un peu démembré, mais la grosse tête qui y était, en l'occurrence, le président Laurent Gbagbo, a créé le PPACI, dont les membres, la plupart des membres des partisans, viennent pour ceux qui sont au devant de la lutte, Voilà. pour ceux qui sont au devant de la lutte, pour ceux, les grosses têtes. Les grosses têtes viennent principalement de l'Ouest. Vous allez voir que le RDR, pour ceux qui sont les grosses têtes, ceux qui qui sont en minorité, mais font le parti, viennent du Nord. Voilà. Donc, vous allez voir que cette localisation-là, cette façon de faire va Voilà. peser aussi sur l'État. De sorte que quand un groupe, un parti est au pouvoir, un opprimé ou à vouloir dominer les autres. Et donc, c'est un peu le champ politique ivoirien aujourd'hui et qui fait que le culte de la personnalité, c'est-à-dire la transposition d'une pratique locale, d'une pratique en zone rurale, vient interférer dans les, Voilà. les dispositions mises en place juridiquement, objectivement, ce qui normalement devait prévaloir hein, dans un État démocratique. Mais voilà un peu le tableau ici dégagé. La deuxième question sur donc les pratiques autoritaires et, j'allais dire, les faux majoritaires. Docteur, vous critiquez aussi ce que vous appelez donc les faux majoritaires. C'est pouvoir construire un peu sur l'intimidation et donc et les rapports donc, de force que sur un réel consentement, j'allais dire, consentement populaire. Alors, pouvez-vous, docteur, ou bien pensez-vous que la scène politique ivoirienne actuelle souffre d'un manque de légitimité populaire et comment renouer à vos yeux avec donc les pratiques collectives et anticoloniales plus respectueusement de l'intérêt général. Cette question appelle Voilà. à deux réponses. La première réponse, on va l'illustrer par le parcours du PDCI-RDA, le parti unique dirigé par Feu Félix Houphouët-Boigny de 1960 à 1993, date de son décès. Félix Houphouët-Boigny était un personnage charismatique qui a lutté dans les années 40 pour Voilà. la dignité de la personne humaine, la personne noire,
pour l'Ivoirien en particulier. Alors, Félix Houphouët-Boigny, pendant l'indépendance, quand il a acquis l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny était vraiment adulé. Il a acquis l'indépendance au bout de beaucoup d'efforts avec ses amis, les Philippe Grégoire Yassé et autres. Il a acquis l'indépendance donc des mains du colonisateur français avec beaucoup d'efforts. Alors, Félix Houphouët-Boigny, donc, fort de ce triomphe avec ses amis, a doté la Nouvelle Côte d'Ivoire d'un appareil étatique fort avec des dispositifs au niveau juridique, voilà, avec des dispositions au niveau militaire et au niveau éducationnel, économique et autres, même juridique. Alors, Félix Houphouët-Boigny, à cette époque, bénéficiait donc d'une certaine légitimité sociale et qui dépeignait sur le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, qui dépeignait donc, cette légitimité sociale dépeignait donc sur ce parti. Alors, de sa légitimité en tant que chef, voilà, en tant que leader, le parti aussi bénéficiait de cette légitimité sociale à l'époque. Donc, dans les dispositifs que Félix Houphouët-Boigny a mis en place, il y avait la Constitution qui définissait que la mandature devrait tenir sur 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors donc, on peut estimer que sur 10 ans de règne d'Houphouët-Boigny, il a bénéficié d'une légitimité sociale. Au-delà de 10 ans, Félix Houphouët-Boigny ne saurait bénéficier d'une légitimité sociale aussi intense, aussi vraie, puisqu'on parle de faux majoritaire, aussi vrai que pendant ces premières 10 années. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le pouvoir? Puisque Houphouët-Boigny n'a pas lâché le pouvoir. Houphouët-Boigny est décédé, donc on peut parler de lui sans émettre de suppositions. Donc, il n'a pas lâché le pouvoir. Il a continué sur une trentaine d'années. Alors, donc, on pourrait dire que voilà, la vingtaine d'années pendant lesquelles Houphouët-Boigny a dirigé la Côte d'Ivoire, certes, il pouvait bénéficier d'une légitimité sociale, mais pas aussi intense, puisque dans le consensus, même si cette première constitution avait été élue par une assemblée constituante, mais on suppose que cette assemblée constituante représentait tout le peuple ivoirien. Donc, si nous sommes entendus sur une chose et que vous venez à la dévoyer, donc vous ne pouvez plus bénéficier de la même légitimité sociale que au-delà de la période de 10 ans, même si peut-être qu'il bénéficiait toujours de cette légitimité sociale. Donc il aurait fallu maintenant, c'est-à-dire gouverner d'un bras de fer, c'est-à-dire qu'en s'appuyant sur l'armée et sur l'appareil judiciaire qu'il contrôlait, puisque, je l'ai dit, voilà, nous, notre constitution ici est copiée sur la constitution française. Donc, c'est des régimes présidentiels, des régimes où le président a tous les pouvoirs. Donc, sur la vingtaine d'années qui restaient, on peut estimer que Houphouët-Boigny a gouverné avec une fausse majorité, puisque nous, on était tout jeunes quand on entendait des emprisonnements sur fausses accusations ici et là. Et ces emprisonnements, après, se sont trouvés confirmés. Et jusqu'à la naissance du multipartisme en 1990, Laurent Gbagbo, bénéficiant de ce vent de démocratie un peu partout, avec la chute du mur de Berlin en 1989, a fondé
un parti qui venait pour la première fois concurrencer le parti de feu Félix Houphouët-Boigny qui était le PDCI. Et donc, nous étions dans un parti unique. Voilà. Donc, au décès de Félix Houphouët-Boigny, nous avons tout de suite, Voilà. pour les observateurs avertis, tout de suite compris que Houphouët-Boigny avait gouverné avec une force majorité à l'époque, puisque après sa mort en 93, le parti, le PDCI, s'en est trouvé disloqué avec le RDR d'une part, le PDCI, j'allais dire fondamentaliste d'autre part. Et donc, avec de nouveaux partis qui naissaient un peu partout, dont le FPI de Laurent Gbagbo. Donc, sur cette question, je pense que le règne de Félix Houphouët-Boigny et à travers le PDCI et le RDA peut bien illustrer cette question d'autorité et de force majorité. Voilà. Donc, sur le deuxième volet dans la réponse à double tête, il y a aussi que Voilà. aujourd'hui, nous voyons, nous constatons ces choses-là progressivement avec d'abord le règne ou la gouvernance de M. Bédier qui pensait être assis sur une majorité pour gouverner, puisque les partis naissants, je l'ai dit dans la réponse précédente, se localisent ou se sont localisés ou ont prospéré dans des espaces régionaux, Voilà. dans des espaces culturels précis, dans des espaces régionaux particuliers. En Côte d'Ivoire, nous avons aujourd'hui 31 régions, mais à l'époque, c'était une vingtaine, 20 ou 22, si je ne m'abuse. Et donc, on pouvait localiser les bases de ces partis politiques-là dans des régions. Le PDCI, par exemple, s'est rétréci et est venu se localiser au centre. Le FPI de Gbagbo s'est localisé à l'ouest et le RDR à l'époque de d'abord M. Denis Kobena et après M. Alassane Ouattara a pris fait et cause pour le nord, le Grand Nord. Et donc, on voit cette localisation-là, alors que cette localisation, disais-je, qui est en porte-à-faux avec le discours des leaders, les leaders prétendant que leurs partis sont des partis nationaux, alors que nous savons tous que ces partis-là sont localisés, pour l'observateur averti, sont localisés dans des régions précises. Alors, donc, comment dans ces conditions-là, la question essentielle, comment dans ces conditions on peut gouverner en paix? Comment dans ces conditions on peut gouverner en paix? On comprend tout de suite que pour la plupart de ces partis, le PDCI version Henri Konan Bédié qui a chuté en 99 après un coup d'État, Voilà. l'UDPCI de M. Guy Robert qui a fait chuter M. Bédié a chuté lui-même en moins d'un an. Le FPI de Laurent Gbagbo n'a pas pu gouverner comme il se devait sur les 10 années passées avec la rébellion et tout cela. Et aujourd'hui, le parti RDR, devenu entre-temps RHDP de M. Alassane Ouattara, qui a gouverné, mais dans un contexte assez particulier. Donc, on comprend que si nous n'avons pas cette majorité nationale et que nous sommes localisés dans des régions et que cette perspective-là est en porte-à-faux avec les discours des leaders, nous comprenons tout de suite que en Côte d'Ivoire, il n'a régné que des dictateurs
même si dans leur nature, ce n'est pas ce qu'ils voulaient exprimer. Mais ils y ont été obligés, puisque la majorité sur laquelle c'est parti, si dans leur nature, ce n'est pas ce qu'ils voulaient exprimer. Mais ils y ont été obligés, puisque la majorité sur laquelle ces partis-là se basaient ne sont pas de vraies majorités. Ce ne sont que de fausses majorités. Et cela s'explique aussi par euh, la liste électorale. Vous voyez, nous faisons un recensement. À l'époque, nous étions autour de 20 millions, 22, 25. Aujourd'hui, nous sommes autour de 30 millions. Mais nous n'avons que 8 à 9 millions de majeurs sur la liste électorale, comparativement à certains pays comme le Sénégal et autres, où le nombre de personnes inscrites sur la liste électorale est presque proportionnel au nombre d'habitants que compte le pays. Nous, ici, c'est vraiment disproportionné. Et cela se voit aussi par le taux de participation. Vous avez un président élu, le président précédent, l'élection précédente, l'élection présidentielle précédente, c'est à peine avec 1 million ou 1 million 200 de personnes, d'électeurs, que le régime en place a pu remporter les élections. Vous voyez que cette majorité-là est une fausse majorité, mais la question qui demeure dans ce cas-là, comment gouverner? Comment gouverner? On peut toujours en débattre, on peut toujours discuter. On ne peut que discuter, on ne peut que répondre partiellement, peut-être, ou conclure partiellement, que on gouverne non pas sur la base d'une légitimité sociale, mais sur la base d'une légitimité juridique et militaire. Et ça se voit. Tous les partis qui sont passés ont pratiquement procédé à l'élimination systématique des opposants charismatiques du moment. Alors, la troisième question, hein, docteur, sur donc une gouvernance enracinée. Vous plaidez donc pour une gouvernance qui soit à la fois moderne et enracinée donc dans les principes ancestraux africains. Quel élément précis donc de nos traditions politiques africaines pourrait enrichir aujourd'hui notre modèle de démocratie sans pour autant le rejeter? Et comment traduire cela très concrètement, j'allais dire, hein, dans les institutions donc, ivoiriennes? Sur cette question, d'ailleurs, la question précédente, dans ces dernières lignes, parlait d'un appel à renouer avec des valeurs anticoloniales et collectives. Elle, cette dernière ligne a rejoint cette question qui est la proposition d'une gouvernance. Je rappelle que j'ai été sollicité pour la rédaction d'un texte et le lien qui est déjà à votre niveau là-bas, Roger, le lien de mon association, Collège international des seniors des éditions Lamentin, en abrégé CIS-H. Ce lien-là vous permet d'avoir accès à ma proposition qui est partie, et cette association est basée en France. Et donc, ce site est hébergé en France. Et donc, ce texte-là est paru dans un ouvrage intitulé « Pour vivre en ce monde, quels outils philosophiques ?» Si vous tapez sur Google « Pour vivre en ce monde, quels outils philosophiques ?» vous me verrez, je crois, à la 4e ou à la 5e ligne. Ça a été publié aux éditions Lamentin. J'ai 2 ouvrages déjà publiés aux éditions Lamentin.
Et l'autre ouvrage dont parlait Roger sur la diffusion précédente, c'est Race noire et gouvernance dans un monde géopolitisé. La perspective de la politique ivoirienne ou le cas ivoirien. Voilà. Là, ça a été publié aux éditions Edussi à l'université d'Abidjan, devenue entre-temps l'université Félix Houphouët-Boigny, après avoir quitté son deuxième nom, université de Cocody. Voilà, tous ces textes sont en ligne. Vous pourrez le trouver sur le site aussi www.cis-h.org dans Nouvelles des adhérents. Voilà. Donc, revenons à la troisième question. Proposition d'une gouvernance moderne inspirée des principes ancestraux africains, mais en harmonie avec la démocratie occidentale et ancrée dans les réalités locales. La démocratie telle que nous la connaissons, voilà, dans sa version alors, la troisième grecque, question, hein, docteur, sur donc une gouvernance enracinée. Vous plaidez donc pour une gouvernance qui soit à la fois moderne et enracinée donc dans les principes ancestraux africains. Quel élément précis donc, voilà, de nos traditions politiques africaines pourrait enrichir aujourd'hui notre modèle de démocratie sans pour autant le rejeter? Et comment traduire cela très concrètement, j'allais dire, dans les institutions ivoiriennes? La démocratie grecque est une démocratie parlementaire. Elle a eu plusieurs variantes dans les pays occidentaux avant de nous atteindre ici. Nous, ce que nous savons, c'est la France qui nous a colonisés. Là-bas, c'est un régime présidentiel. Donc ici aussi, nous l'avons copié textuellement. Mais le problème, c'est que ici, nous ne pratiquons pas une politique. Je ne pourrais pas dire honnête, mais une politique conforme à ce que nous proposons au peuple au départ. À l'arrivée, nous avons un autre type de pratique. Et donc, cette question est une très bonne question. Vous savez, je ne vais pas aller par quatre chemins. Il y a une pratique de gouvernance qui existe sous nos yeux, ici en Côte d'Ivoire. Et cette pratique-là est donnée par le peuple Hatchan, connu sous l'appellation populaire d'Ébrié, localisé au sud, dans la région du Sud Komoué, ou dans le grand district d'Abidjan. C'est là-bas que les Ébriés sont localisés. Mais ce n'est pas une pratique qui est singulière aux Ébriés. Ce n'est pas une gouvernance qui est un type de gouvernance qui est singulier aux Ébriés. C'est singulier pratiquement au Kwa-Lagunaire. Voilà, mais ce sont les Ébriés qui s'affirment le plus dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ébriés ont une gouvernance telle que il n'y a pas d'élection. Voilà. La tradition confère que quand un groupe gère pendant d'abord une quinzaine d'années, mais c'est toute une classe qui gère pendant une soixantaine d'années. Une soixantaine d'années divisée par 15, nous trouvons 4 classes, dont les Bressoué, les Nyando, les Dougbo et puis les Tchagba, avec des sous-classes, c'est-à-dire c'est des sous-classes d'âge
des aînés, des puînés, des Voilà. cadets et puis des benjamins. Et ces sous-classes-là sont contenues dans chaque classe. C'est-à-dire les Bressuis ont leur Djéhou aîné, les Bressuis ont leur Dogba, ont leur Agban et puis ont leur Asoukrou. Voilà. Donc, ces classes d'âge-là fonctionnent ou règnent ou gouvernent sur chacune une quinzaine d'années. Donc, les 4 classes sur pratiquement une soixantaine d'années. Donc, c'est des choses, c'est une pratique qui existe. Il y a eu plusieurs écrits là-dessus. Ça dit que quand les Bressuais prennent, il va s'en trouver que les Djéhou, les aînés, on commence par les aînés. Les Djéhou vont régner 15 ans. Après les Djéhou, ce sera les Dogba, les Agban, les Asoukrou. Mais il se dit aussi qu'il est possible, si un des chefs représentant une sous-classe n'est pas tellement digne de la confiance que lui fait le peuple, en ce moment-là, on peut le dégager et puis prendre un Dogba qui est la sous-classe suivante, un Dogba plus représentatif qui va restaurer la dignité du peuple. On peut le prendre et le mettre à sa place. Et en ce moment-là, le règne des Djéhou est suspendu et les Dogba prennent aussi. Ça aussi, nous autres, moi je suis un chercheur, donc j'ai fait des recherches là-dessus. Donc c'est un mode de gouvernance qui n'appelle pas à la violence. Et s'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de bulletin unique, il n'y a pas de parrainage, il n'y a pas... Voilà. C'est un mode qui est conféré par la tradition. Et cela aussi, on peut l'appliquer ici. Pas forcément sous la forme du plus vieux qui gouverne, mais on peut décrire des critères correspondant à notre au profil idéal du politicien que l'Ivoirien adulte. Et donc, on peut l'intégrer dans notre constitution, de sorte que nous avons, au lieu de 31 régions, nous regroupons, nous définissons aussi, ça suppose que nous devons définir aussi nos idéologies qui vont définir, qui vont nous permettre d'orienter notre façon de gouverner. On n'est pas obligé de suivre les idéologies déjà nées, les idéologies des Occidentaux qui nous ont colonisés. C'est que les questions de droite, de gauche, de centre et tout cela. On n'est pas obligé de suivre cela. On peut nous-mêmes asseoir un certain nombre de manières de penser, de voir, un certain nombre d'idéologies et asseoir d'une façon peut-être globale, évolutive, notre façon de gouverner sur la base de la façon dont les Hachans organisent leur société. Ça est sous nos yeux ici. Mais la question essentielle, est-ce que tout le monde sera d'accord? Là encore, Dieu ici. Mais la question essentielle, est-ce que tout le monde sera d'accord? Là encore, il va falloir faire la promotion d'une telle pratique. C'est cela. Et si nous parlons de promotion, il y a de la promotion ou de la publicité ponctuelle, mais il y a aussi de la promotion qui dure dans le temps, telle que modifier nos enseignements, c'est-à-dire l'enseignement des plus petits, l'adapter à ce type de gouvernance pour les préparer
à l'avenir, pour les préparer à nous succéder. Donc, nous avons cette forme de gouvernance où tout le monde y gagne. C'est-à-dire, si nous avons divisé notre pays en quatre, nous avons deux parties qui touchent à la fois le nord et le centre, et deux parties qui touchent à la fois le sud et le centre. Donc, nous pouvons, Voilà. c'est à partir des partis politiques. Ce n'est pas dit que quand on a divisé comme ça, tout le monde peut euh, prétendre, tout le monde peut prétendre à la gouvernance. Mais vous, il faut pouvoir aussi canaliser les choses. C'est-à-dire, si tout le monde a le droit de prétendre à la gouvernance, mais nous devons passer forcément par nos partis qui nous représentent mieux dans notre superficie régionale. Vous voyez, donc ça fait quatre. Donc, si moi je veux, moi je suis peut-être au sud-est ici, donc si je veux être président, j'intègre le parti qui est basé ici au sud-est et il n'y a pas d'animosité. Nous faisons à tour de rôle. Là-dedans, il y a aussi des Djéhou, des Dougba, des Aagban et des Asoukrou. Nous définissons. Et quand nous définissons comme ça, chacun à son tour peut passer. Bon, ça reste peut-être idéaliste, mais en même temps, la base réelle, la base factuelle existe. Ce sont les Hachans. Et il y a eu beaucoup d'études là-dessus. C'est ce que je peux vous dire là-dessus. Merci bien. C'est un grand merci hein, donc au docteur Batremi Tano. À l'approche, cher ami, donc, des élections donc, 2025, le moment est donc venu donc, d'ouvrir un vrai débat sur le leadership, la justice et l'inclusion. Merci à vous, merci aux auditeurs pour votre écoute. On se retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle émission ici, là. Restez donc, il y a dit, curieux et restez donc engagés.